Nous sommes le vendredi 22 novembre 2024. Madame, monsieur, bonsoir. Il est 19h45 à Quibli et voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale de cette édition d'information. Le sommet de l'élevage d'Abidjan ou le CELAB, qui s'est ouvert ce vendredi 22 novembre 2024, est un salon professionnel qui met en lumière les enjeux et défis de la production animale en Côte d'Ivoire. Cet événement a pour objectif de rassembler les acteurs de la filière afin de favoriser les échanges, les partenariats et les innovations. Le secteur de l'élevage affiche encore des performances très modestes en termes d'accroissement de la productivité des produits animaux dans notre pays. Ces performances sont limitées considérablement par la faiblesse des investissements publics et privés dans le secteur, mais aussi par la fréquence et la gravité des maladies animales, en l'occurrence la tuberculose, la péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre aphteuse, la PPA, la peste porcine africaine, etc., dont beaucoup sont à l'état endémique dans notre pays. Ainsi, le CELAB Livestock Show est une opportunité précieuse de bâtir des ponts, de créer des synergies et de forger des partenariats durables. Mohamed Koné est un jeune berger qui a grandi au son des bêlements de moutons. Il a transformé sa passion en métier. Son bélier, surnommé Bison, est sa fierté et le patriarche de son troupeau. Chaque mouton pour lui représente une pièce maîtresse, un investissement rentable. Soutenu par ses amis et son association, Mohamed Koné incarne une nouvelle génération d'éleveurs déterminés à relever les défis de la filière. J'ai joué Maracana, tellement marqué de me donner le nom et tout. Tu vois, malgré passer à des animaux, on a arrêté de jouer ballon pour venir sur l'élevage. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va très bien dans l'élevage. J'invite mes amis, mes frères à rentrer dans l'élevage. On a venir de donner la main, étant jeunes, on s'est donné la force. Ça va aller, Inch'Allah. Bien que l'objectif principal du salon soit de promouvoir la production animale en Côte d'Ivoire, de renforcer la sécurité alimentaire et de stimuler le développement économique du secteur, Ibrahim Sangaré nourrit un rêve, celui de préserver la biodiversité avicole. Cet éleveur a découvert en Sierra Leone deux races de poules, le Barman et le Next One, véritables trésors ornithologiques. Avec patience et dévouement, il multiplie ses spécimens, les traitant comme des œuvres d'art. Ces volailles, dotées de caractéristiques génétiques uniques, sont désormais proposées à des éleveurs passionnés, prêts à investir dans la sauvegarde de ces espèces menacées. Sangaré espère que son audacieux pari sera récompensé par une valorisation de ces races sur le marché ivoirien. Moi, je ne vends pas ceux qui consomment. Moi, je vends ceux qui vont reproduire. Ceux qui vont reproduire, c'est ce que moi je vends. Parce que je veux qu'à l'année prochaine, quand on va faire exposition, qu'il y en a qu'à être beaucoup, il y a d'autres ici, il y a poulet Baraman ici, que les gens se sentent en l'aise et puis ils voient. L'élevage en Côte d'Ivoire représente environ 2% du produit intérieur brut total. La production de viande a augmenté de 47 000 à 63 000 tonnes entre 2021 et 2023 et le secteur avicole génère près de 250 milliards de francs CFA et crée environ 200 000 emplois. Il faut donc dire que c'est un secteur en Côte d'Ivoire qui connaît une transformation significative. Alors que le salon offre une plateforme pour les échanges et les innovations, des initiatives locales telles que la préservation d'espèces rares enrichissent le secteur et contribuent à sa diversification. Je jure d'accomplir ma mission. 500 volontaires ont récemment prêté serment lors de leur mise en mission par le gouvernement. C'était à l'Agora de Koumassi. Pour Alimata Koné, étudiante en licence 3 de journaliste, le volontariat représente une occasion d'apprendre davantage. Bénévole par rapport à la CAN, j'ai eu à développer des aptitudes qui m'ont forgé une personnalité forte dans le domaine et ça m'a donné envie de continuer la route avec ce programme-là. Et quand ils ont lancé le programme, j'ai postulé sans réfléchir et je remercie le ciel, je fus prise comme mes collègues ici présents car grâce à ces programmes, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses qu'on ignorait d'abord du monde administratif, du monde même du volontariat parce qu'on est un peu limité. Mais grâce à ces programmes, on arrive à sortir de nos coquilles et apprendre encore plus. Ces jeunes volontaires formés du 1er au 31 octobre dernier se sont déployés pendant 4 mois dans les mairies de 30 localités. Ils vont occuper divers postes, notamment en tant qu'appui à la collecte des taxes, accompagnement des usagers, aide à la régulation routière, assistance à l'organisation d'activités socio-culturelles et soutien au contrôle de l'hygiène dans les hôtels et restaurants.
Guy-Henri Joël, étudiant en marketing et communication, se déclare prêt à accomplir cette mission. Actuellement, nous sommes vraiment prêts. Bon, on peut dire que nous sommes prêts à vraiment affronter cette mission dans les différents services de la mairie. Moi, particulièrement, je suis au service financier de la mairie de Koumassi. Et je sais qu'avec le développement que j'ai et la volonté que j'ai, je pourrais vraiment accomplir cette mission qui m'a été confiée par l'Office national du service et le ministère de la Jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc, par la grâce de Dieu, on y arrivera. Plus, ces jeunes volontaires auront pour mission de reconstituer les archives de l'administration communale, de réaliser un recensement exhaustif des contribuables, ainsi que d'assurer l'entretien de l'environnement et des locaux. Ils vont agir également en tant qu'agents d'appui au service d'état civil. En lançant ce programme de volontariat, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique vise à permettre aux jeunes de s'engager dans des activités d'intérêt général. Cette initiative a été saluée par l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, représentée par le maire d'Issia. C'est une véritable opportunité que le ministre en charge de la jeunesse et les collectivités puissent collaborer durablement dans le cadre des initiatives innovantes telles que le partenariat entamé par l'Office du service civique national et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et du Kossi. Soyez respectueux de vos encadreurs et des usagers que vous allez côtoyer. Je vous exhorte à tirer le meilleur profit des 4 mois de mission que vous effectuez pour améliorer vos compétences sans oublier d'apporter votre savoir-faire à vos structures d'accueil. Vous avez tous les atouts pour mener à bien cette mission. Encore une fois de plus, je voudrais vous encourager à travailler avec rigueur, à respecter vos encadreurs et à contribuer activement au développement de vos communautés respectives. Au cours de leur mission, les bénévoles recevront une allocation mensuelle de 60 000 francs CFA, financée par l'Agence française de développement, pour un coût total de 120 millions de francs CFA. La journée du partenariat et de l'insertion socio-professionnelle, fruit d'une collaboration stratégique entre la République populaire de Chine et l'État de Côte d'Ivoire, a été conçue comme un espace d'échange entre professionnels et jeunes diplômés. Cet événement vise à soutenir les initiatives déjà en place pour améliorer le taux d'employabilité en Côte d'Ivoire. Des étudiants de l'enseignement supérieur ont eu l'opportunité de rencontrer des représentants de 17 entreprises chinoises, membres de la Chambre de commerce chinoise en Côte d'Ivoire, opérant dans divers secteurs tels que le BTP, l'énergie et l'immobilier. Pour l'UNESCO et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il est crucial de créer des plateformes facilitant les échanges entre les entreprises et les diplômés afin de lutter contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Ça a été l'occasion pour nous de rappeler un peu toutes les initiatives du gouvernement pour encourager justement l'insertion durable des jeunes, les crédits impôts accordés aux entreprises, les appuis au programme donc de stage, et dire que ce genre d'initiative non seulement est à saluer, mais doit être démultiplié. Nous avons la conviction que les entreprises chinoises en Côte d'Ivoire pour son développement vont continuer à la création de l'emploi de la jeunesse, au renforcement, au développement socio-économique et à la promotion de l'amitié sino-ivoirienne. Le gouvernement a également mis en œuvre plusieurs actions pour résoudre la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, notamment à travers la promulgation d'une nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, le 22 mai 2023. Ici, ça prend la forme de la première édition de cette journée de l'insertion professionnelle et du partenariat. L'ambassadeur de la Chine a été très consentant et nous a facilité l'accès aux entreprises chinoises qui sont ici en Côte d'Ivoire. Cette journée est à saluer à plus d'un titre. Tout le monde le sait, l'un des gros problèmes de notre système éducatif de façon générale et de notre sous-secteur enseignement supérieur et recherche scientifique de façon particulière, c'est l'inadéquation formation-emploi au double niveau qualitatif et quantitatif. La première édition de la journée du partenariat et de l'insertion socio-professionnelle a été marquée par l'offre de 60 postes de stage et d'emploi direct. L'université Pelé-Foro-Gon Coulibaly de Korogo, l'UPGC, a récemment inauguré 2 laboratoires à la pointe de la technologie, spécifiquement dédiés à la filière carité. Ces centres scientifiques, nommés en l'honneur de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ont été récemment inaugurés par le Premier ministre et directeur de cabinet du président de la République, Fidel Boroton Sarasoro. Ces laboratoires, offerts par le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, PC7,
dans le cadre du programme Carité Ivoire, PKI, se concentre sur la micropropagation in vitro ainsi que sur le contrôle qualité du karité et de ses produits dérivés. En plus de ces laboratoires, le PKI a permis de former plus de 6000 acteurs de la filière, dont 3288 femmes et 3067 jeunes, dans divers métiers liés à la chaîne de valeur du karité. Lors de son discours, Fidel Sarah Soro a encouragé les bénéficiaires de ces formations, issus de 6 régions du nord de la Côte d'Ivoire. L'UPGC a également reçu un don de 6 motos du président du conseil régional du Poro. Il est à noter que le PKI est mis en œuvre par le PC7, en collaboration avec le Centre africain de recherche et d'application sur le karité, qui est intégré au sein de l'UPGC. Représentant le Premier ministre Robert Begré Mambé lors de cette cérémonie, Fidel Boroton Sarah Soro a souligné l'engagement du gouvernement à moderniser le secteur agricole pour le rendre plus profitable pour ses acteurs. La Côte d'Ivoire devra transformer localement davantage de produits de plus grande qualité et de plus forte valeur ajoutée. C'est dans ce contexte que s'inscrit, outre la formation de 6000 femmes et jeunes dans la chaîne de valeur du karité, l'inauguration de 2 laboratoires de micropropagation en in vitro et de celui de contrôle qualité du beurre et des sous-produits du karité. C'est également dans cet esprit que le gouvernement a mobilisé 200 millions de dollars américains auprès de la Banque mondiale pour le financement du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Je voudrais à ce stade remercier la Banque mondiale et au-delà, l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire pour leur importante contribution aux efforts du gouvernement ivoirien en vue d'améliorer les chaînes de valeur compétitives et la création d'emplois. Communément désigné sous le nom de Yugu Yugu en Côte d'Ivoire, la friperie est un commerce spécialisé dans la vente de vêtements d'occasion, encore appelé fripe. Le terme provient de l'ancien français frep, signifiant chiffon, et désigne à la fois les vêtements usagés et le commerce qui les vend. Historiquement, les friperies ont émergé pour répondre à la demande de vêtements abordables, surtout parmi les classes populaires qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter des articles neufs. En 2021, les importations africaines de vêtements de seconde main ont augmenté de 28,84%, atteignant 1,84 milliard de dollars, soit 1159 milliards de francs CFA. L'Afrique subsaharienne est la première destination mondiale pour ces vêtements, représentant 34% des exportations mondiales. Nous sommes à Kouté, l'un des plus grands marchés de friperie de la commune de Yopougon. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Ce lieu est animé par une vaste sélection de vêtements, principalement des articles de seconde main. Tatiana Gar est une jeune femme passionnée de la friperie. Chaque mardi et vendredi, dès les premières lueurs du jour, elle se hâte de parcourir les allées colorées du marché où l'on retrouve un éventail de vêtements, pantalons, robes, chemises et bien d'autres articles de seconde main. Tatiana Gar est une jeune femme passionnée de la friperie. Chaque mardi et vendredi, dès les premières lueurs du jour, elle se hâte de parcourir les allées colorées du marché où l'on retrouve un éventail de vêtements, pantalons, robes, chemises et bien d'autres articles de seconde main. D'où proviennent ces vêtements de seconde main? Comment les vendeurs se les procurent-ils? Fortunatus, qui évolue dans ce secteur depuis plusieurs années, nous éclaire à ce sujet. Un ballot de vêtements peut coûter environ 70 000 francs CFA. Fortunatus, quant à lui, réalise en moyenne des ventes de 30 000 francs CFA par jour en fonction de la qualité des articles qu'il propose. C'est la balle qui quitte à Londres. Bon, nous achetons ça à Damet de les grossistes. On peut prendre une balle comme ça à 70 000, 80 000. Aujourd'hui, Tatiana n'est pas à la recherche de chemises ou de robes. Elle est venue spécifiquement pour des sous-vêtements. Selon elle, les dessous de seconde main sont beaucoup plus durables et économiques, offrant des pièces uniques. Ok, je prends ça. Ça me plaît, c'est convenable. 1000 francs, 500, c'est convenable.
Tu vas pas trouver ça autrement, tu te dis 2 000, 3 000. Puis on vient trouver ici 500 000 francs. On préfère ça, puis c'est durable. La journée n'est pas encore terminée pour Tatiana. Elle continue de chercher d'autres modèles. Ici, elle prend le temps de fouiller, de négocier avec courtoisie et surtout de profiter de l'ambiance conviviale qui règne sur le marché. Non, il n'y a pas ça. Et puis... Et celui-là, et celui-ci, il est joli. Non, j'aime pas la couleur. Des articles de qualité à des prix abordables peuvent néanmoins représenter un danger pour les consommateurs, en particulier en ce qui concerne les sous-vêtements. Le docteur Kone Yelato, médecin au centre hospitalier universitaire de Treichville, met en garde contre les infections cutanées potentielles que ces vêtements peuvent engendrer. La plupart des microbes vivent dans les zones humides. Donc que ce soit le soutien-gorge qui est en contact avec les aisselles ou les sous-vêtements en contact avec la flore génitale, surtout chez les femmes qui est humide, ces zones-là favorisent la pullulation de ces bactéries-là qui peuvent vivre vraiment très longtemps souvent. Donc le risque même est beaucoup plus grand qu'avec les sous-vêtements. Il est recommandé d'abord il y a des études qui recommandent de laver ces vêtements pour ceux qui ont des lavages automatiques à au moins 60 degrés, qui va permettre de tuer les bactéries. Mais pour nous qui sommes dans les zones où on n'a pas forcément de machine à laver, on peut correctement les laver plusieurs fois déjà. Et puis après lavage, sécher correctement. Et puis les repasser avec le fer à repasser pour que la température là, puisse vraiment aider à tuer toutes ces bactéries-là. Bien que la friperie représente une alternative écologique et économique, elle requiert une gestion attentive afin d'éviter des impacts négatifs sur la santé et l'économie locale. Au Burkina Faso, les forces de l'ordre ont réalisé un nouveau succès dans la lutte contre le financement du terrorisme. Une opération d'envergure menée par la brigade territoriale de gendarmerie de Zabré, en collaboration avec des volontaires pour la défense de la patrie, a permis de démanteler plusieurs réseaux de contrebande de carburant dans la région du centre-ouest. Un impressionnant stock de 292 bidons d'essence, équivalent à environ 7300 litres, destiné à approvisionner des groupes armés terroristes, a été intercepté. Le carburant saisi a été remis à la Société nationale d'hydrocarbures, conformément aux instructions du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Tenkodogo. Cette action constitue un coup dur pour les groupes terroristes et met en lumière l'efficacité des forces burkinabais dans cette lutte acharnée. Le 17 novembre 2024, les résultats des élections législatives anticipées au Sénégal marquent un tournant politique significatif. Le parti PASTEF, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, a remporté une large majorité à l'Assemblée nationale, obtenant 130 des 165 sièges. Avec 54,97% des suffrages et une domination des 47 des 54 circonscriptions, le PASTEF s'impose face à la coalition Taku Wallu de l'ancien président Macky Sall, qui n'a réussi à obtenir que 16 sièges. Ces élections font suite à la dissolution de l'Assemblée en septembre par le président Bassirou Diomaye Faye, qui souhaitait obtenir une majorité pour mettre en œuvre son programme de transformation systémique. Les résultats définitifs, prévus après les délais de recours, confirmeront que les députés siégeront pour un mandat de 5 ans. En République démocratique du Congo, le débat politique s'intensifie alors que l'opposition accuse le président Félix Tshisekedi de chercher à briguer un 3e mandat, ce qui violerait la constitution actuelle. Promulguée en 2006, cette dernière limite le président à 2 mandats de 5 ans. L'opposition, regroupant des figures telles que Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Matata Ponyo, dénonce ce qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel. Elle appelle à des manifestations massives, tant sur le territoire national qu'au sein de la diaspora, pour s'opposer à cette révision jugée inappropriée. La société civile, y compris l'Église catholique, soutient cette contestation, affirmant que le pays doit se concentrer sur des priorités plus urgentes que la modification d'une constitution qui a jusqu'à présent assuré l'alternance démocratique. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas nos rendez-vous du week-end, 12h45 et 19h45. Les programmes se poursuivent sur Live TV. Ne ratez pas de vivre en direct sur nos antennes la 5e édition de la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Un événement qui célèbre le talent et la créativité
du cinéma ivoirien. Passez une excellente soirée. Bonsoir.